Avant de commencer la résolution de la série d'exercices, j'aimerais tout d'abord faire un petit rappel sur ce que vous devez savoir, ce que vous devez savoir utiliser surtout pour résoudre ce genre d'exercice sur les accélérations. Alors il faut toujours prendre comme référence ce genre de schéma qui va vous permettre souvent de simplifier beaucoup la compréhension de l'exercice, puisque dans beaucoup de ces exercices, on a en fait un objet ou un mobile plutôt, c'est comme ça qu'on l'appelle en physique, un mobile qui va accélérer. Alors ça peut être un freinage, ce serait juste dans l'autre sens, mais ça ne change rien au principe. Et ce mobile va accélérer pour atteindre une vitesse maximale. Ce faisant, sa vitesse va se modifier, donc elle est passée ici par exemple de 0 à Vmax, donc ça va définir de là jusque là un delta V, une variation de vitesse. Et évidemment, tout ça a lieu pendant un certain temps. Donc, la question de l'accélération ici, c'est de savoir si je découpe cette modification de la vitesse en intervalle de temps régulier, quel est au fond le saut qu'on fait ici à chaque seconde. Et c'est ça, l'accélération. C'est de combien la vitesse évolue de manière discrète, de manière, on va dire de manière temporelle, sur une seule seconde. Autrement dit, l'accélération, c'est tout simplement la variation de vitesse en fonction du temps. Si on attribue des chiffres hypothétiques, des chiffres arbitraires, si ici par exemple j'atteins une vitesse maximale de 10 mètres par seconde et que le temps qu'il me faut pour le faire c'est 5 secondes, ça veut dire qu'à chaque seconde, la vitesse va faire un saut de 2. Donc l'accélération ici ce sera 10 divisé par 5, 2 mètres par seconde carré. Donc Achtung, les vitesses en mètres par seconde, le temps en secondes et l'accélération toujours en mètres par seconde au carré. Pour déterminer la distance parcourue, la plupart du temps, on va utiliser vitesse moyenne fois le temps. C'est la façon la plus simple. Autrement dit, pour un mobile dont la vitesse passerait ici, comme dans ce cas-là, de 0 à Vmax, on ne peut pas considérer que le mobile a été tout le temps à sa vitesse maximale. On ne peut pas non plus considérer qu'il a été à sa vitesse moyenne. Par contre, ce qu'on peut faire, à sa vitesse initiale. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est considérer qu'il s'est déplacé pendant tout ce temps à une vitesse qui est quelque part entre les deux. Et donc, la vitesse moyenne ici, ça va être delta V divisé par 2. Attention, delta V divisé par 2, ce sera valable uniquement dans le cas où la vitesse de départ est de 0. Si la vitesse de départ n'est pas de 0, je vous le représente ici. Si j'ai une vitesse initiale et une vitesse finale, delta V est là. Et la moyenne, ici, c'est ça, véritablement la moyenne des deux. Il va falloir faire V1 plus V2 divisé par 2 pour obtenir la moyenne. Si je fais un exemple numérique, si la vitesse de départ est de 10 mètres par seconde et que la vitesse finale est de 20 mètres par seconde, delta V sera de 10, mais la moyenne, elle, sera à 15. Donc ici, pour notre exercice, vitesse moyenne fois temps, on va multiplier toujours ça par le temps. L'autre possibilité, qu'on utilisera probablement un peu moins, parce qu'elle on va dire, elle fait un peu plus peur aux élèves, alors que finalement elle n'est pas plus compliquée, c'est de partir depuis ça, delta V sur 2 fois le temps, et de remplacer delta V par A fois T. D'après la formule ici, delta V c'est A fois T. Donc j'ai A fois T sur 2 fois T. Je peux remplacer maintenant T fois T par T carré, ce qui me donne A T carré sur 2. Donc vous voyez qu'on a deux manières ici de calculer une distance pour un mobile qui accélère. On le verra souvent écrit ceci sous cette forme, 1 demi à T carré. Donc prenons le premier exercice.
Alors, premier exercice, je vous le mets sous les yeux ici. On nous demande de déterminer la vitesse, l'accélération du mobile d'après le graphe qui se trouve juste ici. Alors, la façon de résoudre cet exercice la plus simple, hein, évidemment, on pourrait faire une estimation de quelle est la vitesse qu'on a atteint à ce point-là ou à ce point-là, mais évidemment, c'est assez difficile puisqu'on n'arrive pas exactement sur les divisions de notre graphique. Donc le plus simple, c'est de prendre un point qui tombe parfaitement. Et là, je vois par exemple que pour 5 secondes, on arrive à 15 mètres par seconde. Donc à partir de là, ça ne devrait plus être très difficile. L'accélération, A, c'est la variation de vitesse en fonction du temps. Donc ça va nous donner ici 15 mètres par seconde divisé par 5 secondes, ce qui fait une accélération de 3. 3, il reste à mettre une unité, mètre par seconde au carré. Donc voilà pour l'exercice 1. Exercice 2. Eh bien, pas beaucoup plus difficile. Une voiture accélère, on nous donne son accélération, hein, 6,5 mètres par seconde carré. Un bon truc quand on est face à ce genre d'exercice, c'est de mettre en évidence ce qu'on nous donne. Par exemple, ici, j'ai une accélération, 6,5 mètres par seconde carré, et un temps, 4 secondes. On me dit aussi que la voiture part de 0 mètres par seconde. Donc à partir de ça, maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de déterminer la distance qu'elle va parcourir et quelle sera sa vitesse après 4 secondes. Donc le plus simple, ça va être de commencer par déterminer la vitesse. Donc la vitesse, ça va être le delta V, hein, puisque si on fait un tout petit graphe expliquant ce qui se passe, on voit que on a en fait un mobile dont la vitesse augmente avec le temps. L'accélération, c'est-à-dire le saut qu'on va faire ici à chaque seconde, hein, va être de 6,5 mètres par seconde, et puis ça dure 4 secondes. Donc, si maintenant je cherche la vitesse que je vais atteindre là, autrement dit la vitesse maximale, en partant de 0, cette vitesse maximale va correspondre aussi à un delta V. Autrement dit maintenant, delta V, c'est accélération fois le temps. Ça va me donner 6,5 fois 4, ce qui nous fait 26 mètres par seconde. Deuxième question à laquelle on doit répondre dans cet exercice, c'est quelle distance va être parcourue. Alors pour ça, on a deux façons de faire. Je vais les montrer les deux. La plus simple, on va dire la plus intuitive, c'est de prendre la vitesse moyenne. La distance, c'est la vitesse moyenne fois le temps. Quand j'ai un mobile qui accélère, évidemment, je ne peux pas considérer qu'il a été tout le temps à sa vitesse maximale ou qu'il a été tout le temps à une vitesse de 0. Par contre, ce que je peux faire, c'est utiliser la vitesse moyenne, ici, en plein milieu du graphe, et dire, ben voilà, c'est comme s'il avait parcouru toute cette distance en étant à une vitesse qui est pile poil entre les deux. Alors je pense que c'est pas très difficile de déterminer la valeur de la vitesse moyenne, sachant que la vitesse de départ est 0 et que la vitesse max, maintenant on l'a déterminée, c'est 26 mètres par seconde. Donc, vitesse moyenne fois temps, ça nous fait 26 divisé par 2, ce qui fait 13, fois le temps, 4 secondes. Donc 13 fois 4, 52 mètres. Pour l'alternative à l'exercice 2, alors je vais l'appeler 2 bis ici, pour cette alternative, on va utiliser la formule suivante qui dit que la distance, c'est 1 demi fois at carré. Donc 1 demi at carré, on n'a qu'à remplacer ça par les chiffres, hein, vu qu'on les a tous. Donc 1 demi 0,5 fois a 6,5 fois le temps au carré, 4 au carré, 16. Et ça va donner, hop, alors là il me faut ma calculette, 0,5 fois 6,5 fois 4 au carré égale 52 mètres. Ça donne bien la même réponse.
Bien. Nous passons directement à l'exercice 3. Alors l'exercice 3 est un tout petit peu plus difficile parce que vous voyez que on nous demande d'interpréter ce graphe et on nous demande d'expliciter ce qu'on pense du mouvement du mobile. La difficulté ici, c'est de bien faire attention à ce qu'on a pour nos axes. Vous voyez qu'on a le temps qui s'écoule sur cet axe-là. Et là, contrairement à ce qu'on a l'habitude, ce n'est pas une vitesse ici, mais c'est une distance parcourue. Autrement dit, si on essaie d'interpréter ce qui va se passer pour ce mobile, et ce qui fait tracer cette courbe, plus le temps passe, plus la distance qui nous sépare d'un mobile va avoir tendance à se stabiliser. Autrement dit, c'est comme si vous aviez une voiture qui passe à côté de vous, avec de la vitesse. Cette vitesse, plus le temps passe, plus cette vitesse va diminuer. Et comme cette vitesse diminue, la distance parcourue par intervalle de temps devient de plus en plus faible. Si je découpe tout ça en intervalles à peu près réguliers, on voit que la distance qui est parcourue pendant cet intervalle de temps, c'est tout ça. Pendant cet intervalle de temps, ça n'est plus que ça. Et pendant cet intervalle de temps, ça n'est plus que ça. Et pour finir, ici, on aura une distance parcourue qui sera extrêmement faible. Autrement dit, si plus le temps passe, plus la distance que parcourt un objet est petite, ça veut dire qu'il freine. Donc, réponse, exercice 3, le mobile freine. Et je vous rends attentif au fait que c'est plutôt utile de prendre le temps de découper en tranches de largeur égale pour vraiment observer ce qui se passe seconde après seconde. Enfin, seconde. On ne peut pas dire si c'est des secondes ou pas, ça pourrait être des minutes aussi, hein, ça ne change pas grand-chose. Finalement, la taille de l'intervalle ne signifie rien du tout ici. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que pour des intervalles réguliers, la modification qu'on a à ce niveau-là n'est plus la même. Bien, passons à l'exercice numéro 4. Exercice numéro 4, on nous demande le temps qu'il faudra à un avion pour qu'il atteigne sa vitesse de décollage. On nous renseigne, alors je vais utiliser la même méthode, hein, on va mettre en évidence ce qu'on nous dit. On nous renseigne sur sa vitesse de décollage, donc la vitesse qu'il doit atteindre, et on nous renseigne sur son accélération. Alors, ici, le problème est plutôt simple. Donc on a un avion qui accélère, ça veut dire, si je refais le petit graphique de la situation, on a une vitesse qui va varier en fonction du temps, elle va augmenter jusqu'à atteindre cette fameuse vitesse de 260 km/h. Donc là tout de suite, attention, c'est des kilomètres à l'heure, il va falloir les convertir en mètres par seconde. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais par contre ce qu'on sait, c'est que l'accélération, la pente ici de cette droite, elle est de 6,5. Ça veut dire qu'en gros, à chaque seconde qui passe, ici, on va avoir une augmentation de 6,5 mètres par seconde jusqu'à atteindre les 260 km/h. Donc, pour la résolution, ici, on va chercher le temps. T, c'est delta V divisé par l'accélération. Alors delta V, 260 km/h, pour le convertir en mètres par seconde, il va falloir diviser par 3,6. Ce qui nous fait 72,2 périodiques mètres par seconde, divisé par l'accélération, ici 5. Donc 72,2 divisé par 5,
Ça fait 14,4 secondes périodiques. Deuxième question. Quelle est la distance parcourue? Alors de nouveau, pour trouver la distance, eh bien c'est relativement simple. Vitesse moyenne fois le temps, par exemple, hein, c'est une bonne façon de le faire. La vitesse moyenne ici, ce sera la moitié de 72,2 périodiques, fois le temps qu'on vient de trouver, 14,4 périodiques secondes. Donc le 14,4 périodique, on l'a déjà dans la machine, donc on va simplement faire fois, et maintenant il faut réobtenir ce chiffre. C'est important parce que c'est pas 1,2 mais c'est 2 périodiques. Donc 14,4 fois, et là je vais utiliser les parenthèses, hein, ce serait mieux. Et divisé par 2. Et ça donne 521,6 mètres. Bien, on passe à l'exercice 5. Un exercice de chute libre. Donc là, il faut se rappeler, attention, lors d'un exercice de chute libre, l'accélération d'un objet en chute libre est toujours la même dans le champ gravitationnel terrestre, évidemment en négligeant les frottements, 9,81 mètres par seconde carré. Hein, c'est l'accélération de la gravité. Ok, donc, à l'exercice 5, on nous dit, après 4 secondes de chute, quelle sera la vitesse, hein. Donc, delta V, c'est A fois T, accélération fois le temps, et puis ça va nous donner donc 9,81 fois 4, ce qui fait 39,24 mètres par seconde. Donc si on veut l'interpréter aussi différemment, on peut se dire, ben voilà, un objet qui tombe voit sa vitesse augmenter de 9,81 mètres par seconde à chaque seconde. Si on fait ça pendant 4 secondes, eh bien ça va faire 9,81 fois 4, ce qui fait 39,24. Pour vous rendre compte, peut-être aussi, on peut convertir ça en km à l'heure en multipliant par 3,6, ce qui va nous donner 141,26 km à l'heure. C'est déjà beaucoup, hein. Seulement 4 secondes de chute et on atteint déjà pas loin de 150 km à l'heure. Évidemment, c'est considéré dans le vide. Il est clair que dans l'air, avec les frottements, avec tous les effets aérodynamiques qu'on peut avoir sur l'objet, suivant de quel objet il s'agit, eh bien, sa vitesse ne sera évidemment pas la même. Bien, exercice 6. Quelle distance parcourt un train pour passer de 0 à 100 km à l'heure en 25 secondes? Donc ici, à l'exercice 6, on a de nouveau un objet qui accélère. On atteint la vitesse maximale de 100 km à l'heure en un temps assez long, hein, c'est 25 secondes. Donc l'accélération, c'est-à-dire la pente de la droite, devrait être en réalité beaucoup plus plate, hein. Ici, on devrait avoir un temps très long et puis une augmentation de la vitesse qui est plutôt faible. Donc évidemment, ce qu'on va devoir se poser la question ici, éventuellement trouver A, pas absolument nécessaire ici, mais surtout trouver la distance. Hein. Quelle est la distance qu'on va parcourir? Donc là, la méthode, de nouveau, la plus facile, c'est la méthode de la vitesse moyenne. Étant donné qu'on part de 0 pour atteindre delta V, on peut considérer que la vitesse moyenne, ben, c'est la moitié de delta V, donc la moitié de 100. Donc ici,
la distance, c'est la vitesse moyenne fois le temps. Ça veut dire 100 divisé par 3,6 divisé par 2 fois 25. Donc 100 divisé par 3,6, ça va nous faire 27,7 périodiques. Donc c'est 100 km/h en mètres par seconde. Et on divise par 2 pour avoir la moyenne sur les 25 secondes. Hein. Ici, la moyenne qui va se trouver pile poil ici, vitesse moyenne. Donc 27,7 périodiques, ça c'est la vitesse en mètres par seconde, la vitesse max pardon en mètres par seconde. On divise par 2, ça nous donne 13,8 périodiques, 50 km/h converti en mètres par seconde. Et puis, une fois qu'on en est là, on peut multiplier ça par le temps, 25, ce qui va nous donner une distance d'accélération de 347,2 périodiques mètres. Bien. À présent, j'ai déjà ma feuille. Exercice numéro 7. Alors ça ressemble beaucoup aux exercices précédents. Hein. Vous me direz, voilà, une fois que vous en avez fait quelques-uns, vous commencez à comprendre comment ça marche. Exercice 7, la distance parcourue par une voiture qui freine à raison de 8 mètres par seconde carré. Donc on nous donne ici l'accélération au freinage et puis le temps. Alors vous allez voir que celui-là il est excessivement simple. Donc on a une voiture qui ralentit et on aimerait savoir la vitesse de départ et puis la distance parcourue. Donc pour trouver la vitesse de départ, ici il faut vous dire que voilà ce qui se passe. La vitesse de départ elle était là, on avait la vitesse maximale ici et on a freiné pour atteindre 0 pendant 3 secondes. Et ce freinage se fait à raison, donc avec une descente ici, hein, de 8 mètres par seconde carré. Donc à partir de là, je pense que vous voyez déjà que c'est relativement facile. On va chercher simplement delta V. Delta V, c'est accélération fois le temps. 8 fois 3, 24 mètres par seconde. Donc sa vitesse de départ ici, si on remonte le temps, hein, depuis 0, plus 8, plus 8, plus 8, on arrive à 24. Et maintenant pour la distance parcourue, eh bien, on utilise la même méthode, vitesse moyenne fois le temps. La moyenne de 24 à 0, c'est 12, fois le temps, 3 secondes, 12 fois 3, 36 mètres. Enfantin. On passe à l'exercice 8. Cette fusée donc décolle et accélère et on nous demande quelle accélération en nombre de g. Alors un g c'est une fois la gravité terrestre, donc 1 g égale 9,81 et puis on nous dit qu'on passe de 0 à 2056 mètres par seconde en 2 minutes 35. Donc là il va y avoir une conversion à faire, non pas cette fois-ci pour la vitesse mais pour le temps. 2 minutes 35, ça va faire 120 secondes plus 35 secondes, ce qui fait 155 secondes. Bien, donc A, l'accélération, c'est ce qu'on nous demande, c'est la variation de vitesse en fonction du temps. Ici, la vitesse passe de 0 à 2056 en 155 secondes. Donc 2056 divisé par 155. Et ça fait 13,26 mètres par seconde au carré. Donc ça signifie qu'à chaque seconde, la vitesse augmente de 13,26 mètres par seconde. Alors, pour répondre à la question en nombre de g, eh bien, il suffit de se demander combien de fois on peut mettre la gravité là-dedans.
Donc 13,26 divisé par 9,81, ce qui va faire 1,35 G. Ce qui n'est absolument pas une accélération phénoménale, mais je me permets quand même juste de faire une petite parenthèse ici. Il faut bien se rendre compte que l'accélération de la fusée, donc je vais placer ici l'accélération en fonction du temps qui passe. L'accélération en réalité est plutôt douce au départ et cette accélération va augmenter. Pourquoi elle va augmenter? Parce que la fusée brûlant son carburant, elle va s'alléger et la poussée des moteurs ici restant toujours la même, eh bien logiquement, comme on pousse un objet qui devient de plus en plus léger, l'accélération de l'objet va devenir de plus en plus forte. Bien. Nous sommes bientôt à la fin, on est déjà à l'exercice 9, et vous voyez qu'à l'exercice 9, ici ce grimpeur, qui est un grimpeur suisse d'ailleurs, il s'agit d'Alexander Huber, sur la paroi El Capitan en Californie, une paroi de 1000 mètres de haut, et ce grimpeur n'a pas de chance parce qu'il fait tomber son casque. Alors la question ici c'est de savoir quelle sera la durée de la chute du casque, et on nous précise quelque chose d'important. Alors évidemment, la hauteur déjà de combien il va tomber, et on nous dit que on considère que l'accélération est constante jusqu'à 180 km/h, puis après la vitesse est stable, elle ne change plus. Et c'est le cas de beaucoup d'objets. De beaucoup d'objets, à cause du frottement dans l'air, atteignent une vitesse terminale. Donc si on résume un tout petit peu ce qui va se passer là, on va avoir une vitesse qui va augmenter jusqu'à atteindre cette vitesse maximale de 180. Et ensuite, elle ne change plus, jusqu'au moment de l'impact avec le sol. Donc on va avoir plusieurs choses à calculer ici. On va devoir calculer le temps d'accélération. Je rappelle, la question c'est la durée de la chute. Donc il va falloir déterminer le temps d'accélération et trouver aussi le temps passé à chuter à vitesse constante. Combien de temps se fait cette chute à 180 km/h? Alors pour ça, il va falloir aussi trouver la distance d'accélération et déduire la distance d'accélération de la distance totale qui est de 1000 mètres. Alors on y va? Première chose, on va déterminer le temps d'accélération. Donc pour déterminer le temps d'accélération, le temps c'est delta V sur A. Comme c'est un objet en chute libre, on va considérer qu'il accélère avec l'accélération de la gravité. Donc delta V 180 divisé par 3,6, qui fait 50, c'est pratique. Divisé par l'accélération 9,81, ça c'est moins pratique, divisé par 9,81, et ça fait 5,096, on peut arrondir à 0,97 secondes. Donc voilà, après 5,097 secondes, la vitesse est arrivée à sa maximale, donc 180 km/h. Maintenant, quelle distance est parcourue pendant ce temps-là? Donc on peut faire de nouveau exactement la même méthode qu'on a utilisée tout à l'heure, vitesse moyenne fois temps. Donc vitesse moyenne, ici ce sera la moitié de 50, donc 25, fois, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en haut, 25 fois 5,097. Donc le chiffre que j'ai dans la machine, je le garde et je fais fois 25. Et ce qui fait 127,42 mètres. Donc sur les 1000 mètres de chute, on a déjà 127 mètres qui sont utilisés pour accélérer. À présent, la distance que je vais appeler ici 2, ça sera la distance 1, c'est simplement 1000 mètres moins 127,42. C'est la distance qui nous reste. Et ça fait 872,58 mètres. Donc maintenant, ces 872,58 mètres vont se faire à vitesse constante. Donc la vitesse ne change plus ici.
Et donc, pour trouver le temps, c'est distance divisée par vitesse. Ce n'est plus une moyenne maintenant, hein, vu qu'on est à la vitesse maximale, donc c'est la vitesse maximale. Ça va nous faire 872,58 divisé par 50 mètres par seconde, 180 km à l'heure. Donc, divisé par 50, et ça fait 17,45. On peut arrondir à 452 secondes. Bien, maintenant la question de départ était quel est le temps total. Donc on va devoir faire une addition entre ces deux chiffres, hein, le temps d'accélération et le temps de parcours à la vitesse maximale. Donc, temps total, c'est 5,097 plus 17,452 . Donc je vais additionner maintenant ces deux chiffres et ça va nous donner 22,55 secondes avec un tout petit arrondi, 22,55 secondes. Donc voilà, le casque, pour parcourir ces 1000 mètres, fait en tout 22,55 secondes. Et nous sommes déjà à la fin. C'est le dernier exercice, donc exercice 10. Ici, de nouveau, on a une accélération qui se fait à partir de 0 mètres par seconde. Donc si on résume un tout petit peu ce qui se passe, on voit que d'après la donnée, la vitesse de sortie de la balle est de 600 mètres secondes et la distance qu'on parcourt, c'est 50 secondes. Donc autrement dit, on va avoir une accélération qui sera extrêmement violente, hein, puisque sur 50 cm de distance, la balle doit passer de 0 à 600 mètres secondes. Donc, on a une accélération, une vitesse max, qui est de 600 mètres par seconde, et on ne sait pas combien de temps ça dure, évidemment, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que la distance, c'est 50 cm. Donc à partir de là, maintenant, il faut réfléchir aux possibilités qu'on a, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec ça? On a une vitesse, une distance, probablement qu'on va pouvoir calculer le temps. Donc évidemment, le problème ici, c'est de ne pas prendre cette vitesse maximale, mais de prendre la vitesse de nouveau moyenne. La vitesse moyenne, donc, ce sera la moitié de ces 600. Donc, calculer le temps va me permettre ensuite de déterminer l'accélération. Donc le temps, c'est distance sur vitesse moyenne. Ça veut dire ici 0,5 mètres, attention les conversions, divisé par 300 mètres par seconde, la moitié de 600. 0,5 divisé par 300. Et ce qui fait un temps évidemment ridicule, 0,0016 périodiques secondes. Donc on se doute bien qu'avec un temps d'accélération aussi faible, l'accélération, elle, sera par contre extrêmement élevée, puisqu'on doit passer, donc l'accélération delta V sur T, on doit passer de 0 à 600 en seulement 0,0016 secondes. Donc 600 divisé par 0,016, hop, et ça fait, petite erreur de calculette, 600 divisé par 0,0016. Ok, ça fait un grand chiffre. J'obtiens 360 000 mètres par seconde carrée. C'est un chiffre auquel on n'a pas l'habitude, hein, évidemment. On est bien au-delà de ce que par exemple un corps humain pourrait supporter, hein, puisqu'un corps humain supporte tout au plus une vingtaine de G, voire 25, 26 G.
Ici, on est de l'ordre de plusieurs milliers de G. Si on fait une comparaison, on va diviser ça par 9,81 pour voir. Ouais, ça donne environ 36 000 G. Ben voilà, j'espère que votre série s'est bien déroulée. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, joignez-moi par mail. Vous pouvez me demander des détails sur la résolution de n'importe lequel de ces exercices.